Bonjour Thierry Mariani, vous êtes député Bonjour. européen du Rassemblement national, vous êtes ancien ministre. Aussi, vous avez fait la une de l'actualité, on peut dire, en ce moment, avec la fameuse commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Il y a eu de très nombreuses auditions et dans ce qui est partagé dans les retours que l'on a, eh bien, il y a deux auditions qui ressortent. C'est la vôtre et celle de François Fillon, avec des experts en intelligence économique, notamment, qui disent que ces deux auditions, on devrait les garder et les projeter dans toutes les écoles d'intelligence économique à Sciences Po, à l'ENA, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur ce que sont les ingérences étrangères. Elles sont au quotidien. Il y a un message fort qui ressort de ces deux auditions, c'est que finalement les ingérences étrangères les plus prégnantes, les plus fortes, viennent de ceux que l'on considère être comme nos alliés. Écoutez, les ingérences étrangères, c'est à la mode. Vous savez, il y a des modes dans les médias à un certain moment et aujourd'hui, partout, il y a des ingérences étrangères qu'il faut chercher. Et on les a déjà trouvées avant même de savoir lesquelles. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, où officie une commission présidée par Monsieur Glucksmann, qui a été, je le rappelle quand même, à un moment notoirement proche de toute la mouvance américaine, puisqu'il était conseiller du président Saakashvili en Géorgie, eh bien, depuis 3 ans maintenant, cherche les influences étrangères. Et je vous rassure, ils avaient déjà trouvé, avant même que la commission commence. Les ingérences étrangères, c'était la Russie, la Chine, et puis il y avait des options sur la Turquie ou l'Inde. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette campagne d'audition qui a été lancée par la commission que préside avec talent le député Tanguy? C'est tout simplement que on regarde où est-ce qu'elles sont vraiment. Et qu'est-ce qu'on constate quand on étudie ces fameuses ingérences étrangères? Que, comme le révèle l'Institut de guerre économique, les premières influences étrangères, c'est en 1, les États-Unis, notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre pire concurrent. En 2, la Chine, effectivement. En 3, l'Allemagne. Et après, bien loin, on trouve effectivement la Russie. Mais aujourd'hui, avec le climat de guerre non déclarée que nous avons avec la Russie, on sait très bien que tout le monde vous explique que les influences étrangères, c'est la Russie. Et alors, comme il faut toujours des coupables faciles, ce sont les députés. Certains députés qui véhiculent des influences étrangères. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette commission où enfin on a pu parler? Mon audition a compté pendant 2 heures, plus de 2 heures. C'est la première remarque que je fais. J'ai été, vous le savez, député 25 ans au Parlement français. Je suis député européen. Je posais la question aux députés qui étaient présents dans la salle. De quel secret d'État vous êtes dépositaire? De rien. Soyons sérieux 2 minutes, de rien. Vous avez dit à part quelques députés qui sont membres aux affaires étrangères. 5 ou 6 députés qui sont membres de la commission dite sur le renseignement, voilà. Mais sur 560... Dit, quand vous étiez ministre des Transports, vous n'aviez pas de secret d'État. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Voilà. J'ai eu un moment des secrets, je vais vous dire, dans ma carrière, quand j'étais représentant spécial en Afghanistan, où on travaillait avec les forces de l'OTAN et où, bien sûr, le calendrier des opérations militaires était un peu annoncé et tout, voilà. Mais je me permets de vous rappeler qu'à cette époque, même les Russes nous aidaient, puisqu'en réalité, on était en guerre contre les terroristes islamistes. Donc, c'est le seul moment peut-être de ma carrière où j'ai eu, entre guillemets, des secrets d'État que je détenais. Et on s'acharne sur ces députés qui, parce qu'ils ont une opinion différente, dont moi, seraient des agents de l'étranger qui transmettraient des informations. Alors de temps en temps, les gens mélangent tout. Donc un agent de l'étranger, ça devient un agent d'influence, ça devient un espion. Mais je le répète, quel est le député français qui peut dire qu'il détient un secret d'État, à part ceux qui sont à la commission, je le répète, sur le renseignement? Personne. Et au Parlement européen, c'est pas mieux, c'est pareil. Mais c'est bien parce que, je vais vous dire, ça laisse croire à certains députés qui cherchent les espions chez les autres, qui sont importants. Forcément, si un député a des secrets, moi qui suis député, chacun pense, je suis aussi quelqu'un d'important. En réalité, aujourd'hui, les agents, ou les espions, ils se recrutent pas chez les députés. Les députés, à part la salle de réunion de la prochaine commission au Parlement européen, je suis au courant de tout ce que les informations sont sur Internet. Et au Parlement, c'est pareil.
En réalité, les vrais agents d'influence, ils sont dans les sociétés. Alors, ils sont dans la haute fonction publique. Oui, oui. Ils sont dans la haute fonction publique, où là, vous avez des gens dont personne ne parle, qui sont, je vais être très clair, à mon avis, tout à fait honnêtes. Et je vais citer 2 exemples, qui sont tout à fait honnêtes, mais qui ont bien plus de secrets que le député de base ou même un ancien ministre de base, et qui sont passés sans rien dire, sans bruit, sans être emmerdés, au service de sociétés étrangères. Je vais vous citer l'un de nos plus grands diplomates que je connais, pour qui j'ai de l'estime parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, Gérard Herrera. Gérard Herrera, ça vous dit rien, mais pendant des années, c'était, on va dire, le vrai patron du Quai d'Orsay, secrétaire général du Quai d'Orsay. C'est lui qui prépare les nominations des ambassadeurs. Et je rajoute pour la petite histoire que son épouse et son fils sont toujours au Quai d'Orsay à des postes très importants. Après avoir occupé ce poste de secrétaire général du Quai d'Orsay, il est désormais le responsable de Blackstone France. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Je regardais son profil juste avant l'interview sur Internet ou sur Twitter. Il y a marqué ambassadeur de France, directeur de Blackstone France. Et la confusion des genres est extraordinaire. Il est en réalité à la retraite. Vous doutez que lui, qui était au cœur de la machine diplomatique française, a connaissance de toute une série de secrets, et notamment économiques. Et pour cela, il est embauché par la société Blackstone. C'est quoi? C'est une société de fusion-acquisition. Vous savez, c'est ces sociétés qui, dans la discrétion et avec la complicité parfois de notre cher président, ont acheté et continuent d'acheter des sociétés françaises stratégiques. Voilà. Deuxième exemple, quelqu'un que on porte au pinacle, le général De Villiers. Vous vous souvenez, le général qui avait claqué la porte de Monsieur Macron alors qu'il était chef d'état-major pour un désaccord sur le budget. C'est quelqu'un d'estimable, c'est quelqu'un de remarquable. Il détient certainement des milliers de secrets bien plus importants que le moindre député. Aujourd'hui, il travaille à BCG. BCG, c'est Boston Consulting Group. Là aussi, un groupe américain qui est dans l'économie. Voilà. Et en réalité, voilà les vrais agents d'influence qui défendent leur carrière. Je suis persuadé qu'ils font pas ça, que ce soit le général De Villiers ou que ce soit Gérard Herrera. Je le répète, c'est des hommes pour qui j'ai de l'estime. Pas des traîtres, c'est ça, voilà, c'est pas des gens. Normal. Oui, mais exactement. Tout le monde trouve normal que ces 2 personnages estimables, et qui, je le répète, l'un a été le plus haut militaire de France, l'autre le plus haut diplomate de France, et qui ont vu tous les 2 passer des ministres, parce que les ministres passent, mais cette catégorie de grands serviteurs de l'État reste. Eux, discrètement, honnêtement, ils sont au service d'une société américaine. Et tout le monde trouve ça normal. Et tout le monde ferme sa gueule. Et tout le monde emmerde les autres qui ne représentent en réalité aucun secret. Donc pour moi, cette commission, c'était intéressant parce que d'abord, ça permet quand même d'arrêter de chercher les politiques qui sont au courant de tout. On est dans une démocratie. On sait très bien que les politiques passent, les fonctionnaires restent. Et qu'en réalité, ce sont eux très souvent qui détiennent, j'hésitais à dire peut-être autant de pouvoir que les députés, mais le mot peut-être est de trop quand on a l'expérience que j'ai. Et donc l'audition de François Fillon, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? D'abord, c'est un Premier ministre. C'est pas un député de base. Et qu'est-ce qu'il dit, François Fillon? Il dit, pendant ma carrière, j'ai eu des ingérences étrangères quand j'étais des pressions étrangères, puisque voilà, c'est ça en fait. J'ai vu des pressions étrangères ou des ingérences étrangères quand j'étais Premier ministre, et elles venaient de notre meilleur allié, les Américains. Point final. C'est capital. Et c'est une vérité que toute personne sensée connaît, mais que tout journaliste à la mode préfère ne rien dire. Ce sont nos meilleurs alliés. Ils nous plument notre économie. Ils nous vident nos entreprises, ils nous rachètent nos entreprises stratégiques. Alors j'allais y venir, Thierry Mariani, justement. Vous parlez des journalistes. Un journaliste, par la définition d'un secret, pour moi, c'est une information stratégique qui peut changer le cours des choses, que l'on connaît quelques semaines, mois ou années avant. Donc, par définition, un secret, ça se périme, puisque quand l'opération a été menée, ce n'est plus un secret. Donc, quand on se plonge sur les années précédentes du travail parlementaire à l'Assemblée nationale, de savoir qu'il y a des questions sur la déviation de l'autoroute Truc, le transfert de l'hôpital machin, sont pas, à la limite, on le sait, je vais dire les choses clairement, on s'en fout. En réalité, quand on voit les grandes opérations comme la CIA,
qui vide les comptes de Vallourec à travers la prise de contrôle du fonds de pension Apollo, ça c'est pas du ressort du député moyen qui a pas encore compris le fond de cette affaire, ça s'est passé à des niveaux plus stratosphériques. On est entièrement d'accord. Je veux dire, par contre, les deux personnes que j'ai citées, et ces deux exemples parmi des centaines, je dis bien des centaines, ce sont quoi? C'est des hauts fonctionnaires qui sont à la retraite en général, donc qui ont une série d'informations qui dans le temps se périment, comme toute information, mais qui ont une valeur certaine pendant encore 5-10 ans en vertu de leur carnet d'adresse ou en vertu de des choses qu'ils ont pu voir ou entendre. Voilà, vous prenez un peu ma définition du secret, c'est quelque chose qui par définition, une fois que c'est fait, c'est périmé. Voilà. Et puis comme vous l'avez très bien dit, il y a des secrets d'État et des secrets qui sont savoir où passera la prochaine déviation dans le Vaucluse, c'est important pour les habitants de la commune du Vaucluse, mais c'est pas un secret qui fait que notre pays est en danger ou que notre pays est puissant. Voilà. Et en réalité, regardez, si on prend l'actualité, qu'est-ce qu'il y a comme de secret? Le secret, c'est est-ce qu'il y aura ou non une grande offensive de la Russie ou de l'Ukraine et quand est-ce qu'elle démarre? Ça, c'est un vrai secret. Est-ce que, par contre, tel ou tel propos de tel ou tel ministre est un secret? Bien sûr que non. Je veux dire, voilà. Et donc, aujourd'hui, on mélange tout. Le vrai secret, par exemple, qui est encore tenu, serait d'avoir les SMS de Madame van der Leyen sur l'affaire de l'achat des vaccins. Absolument. Ah, ça. Absolument. On mélange tout et ça permet d'avoir une opacité. Dans cette audition, François Fillon a très bien rappelé aussi à un moment que, par exemple, on avait découvert que lui-même et le président Sarkozy avaient été écoutés par la NSA, c'est-à-dire les services américains, pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Si jamais, et comme d'habitude, on est faible avec les forts et fort avec les faibles. Souvenez-vous du tollé quand on a appris que Monsieur Macron avait été peut-être, je dis bien peut-être, écouté par un pays ami du Maghreb avec le fameux système Pegasus. Protestation, convocation, depuis il y a d'ailleurs un malaise avec ce pays. Vous avez vu quelque chose quand on a appris que le président Sarkozy ou François Fillon avaient été écoutés pendant 5 ans par nos meilleurs amis? Par la NSA, non. Mais quand il y a ce système où on a dit en plaisantant que le roi du Maroc aurait écouté, mais franchement, je vois pas trop quelle pression il peut y avoir, sauf sur l'affaire du Sahara occidental. C'est vraiment. Voilà. Alors Thierry Mariani, on va revenir sur une autre question très stratégique, la double nationalité. D'abord, on marque une pause, on se retrouve tout de suite après. J'ai le plaisir de vous retrouver avec Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national. On a parlé des secrets, je vais revenir sur une autre question stratégique. Pour moi, c'est celle de la double nationalité. Mais d'abord, on emploie toujours ce mot agent d'influence. Chacun a sa propre version. Et pour vous, ce serait quoi un agent d'influence? Vous savez, c'est la deuxième version après qu'on ait utilisé espion ou quoi que ce soit, parce que là, on s'aperçoit que ça tient pas la route pour culpabiliser certains politiques. Donc, on est des agents d'influence. Moi, par exemple, il paraît que je suis un agent d'influence au service de la Russie. Non, je suis un agent d'influence au service de mes idées. Et tous les politiques sont des agents d'influence au service de leurs idées. Autrement, ils font... Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'historiquement, par exemple, on a intérêt à avoir de bonnes relations avec la Russie, qu'on n'a pas été en guerre avec la Russie depuis quasiment 2 siècles, que ils ont été nos alliés, quel que soit le régime politique dans le passé, et qu'on a des intérêts complémentaires. Mais est-ce que tous les journalistes, finalement, sont des agents d'influence quand ils ont une cause à cœur, quand ils ont une cause dans les tripes? On est forcément un agent d'influence. En réalité, tous les journalistes sont des agents d'influence, tous les politiques doivent être des agents d'influence au service de leurs idées, sauf que désormais cette qualification d'agent d'influence, c'est pour dénaturer et disqualifier ceux qui n'ont pas les bonnes opinions du moment. Voilà. Vous savez, il y a toujours une manière de poser la question. Et dans tous les domaines, un critique de cinéma ou un critique de musique qui vous dit j'adore le dernier album de telle chanteuse, pour moi c'est la Piaf de demain, je veux qu'on l'écoute. C'est finalement un agent d'influence de cette chanteuse. C'est un agent d'influence au service de ses passions, de sa passion. Un politique, sa mission, c'est d'être un agent d'influence au service de ses idées. Donc ça peut être pour vous, par exemple, la défense du droit des femmes ou des chrétiens, ce qui vous amène à vous
rapprocher à écouter des régimes politiques qui défendent les femmes et les chrétiens face aux islamistes. C'est un peu ça. Oui, comme vous savez, pendant des années, j'ai été député du Vaucluse. J'étais un agent d'influence, je le dis avec le sourire, au service des Côtes-du-Rhône pour défendre les viticulteurs. Aujourd'hui, je suis au député européen à la Commission des Affaires étrangères. Je défends, par exemple, qu'on reprenne nos relations avec la Syrie, parce que c'est l'intérêt, à mon avis, de la France. J'ouvre une parenthèse. Vous avez remarqué que cette semaine, la Ligue arabe a à nouveau accepté la Syrie en son sein, c'est-à-dire que bientôt on sera l'Europe, les derniers États à ne pas le reconnaître. Je suis un agent entre guillemets d'influence au service de l'amitié franco-russe qui aujourd'hui est dissoute et est en train de disparaître à cause des intérêts américains où on est entraîné. Voilà. Et donc, dernière chose aussi, il y a le vocabulaire pour vous disqualifier. Vous savez, dans cette commission, à un moment, je me suis accroché avec une députée qui s'appelle Anne Gente. Monsieur Mariani, un peu psychiatre là sur les bords, c'est ça. Elle vous a fait un cours de psychiatrie, de développement. Non, mais la question relevait un peu du développement personnel. Vous pouvez être influencé sans être influencé, vous le savez pas. Oui, mais la question dans le vocabulaire, c'est toujours pernicieux et vicieux. Vous savez, je vais vous dire. La question, c'est, Monsieur Mariani, bon, vous défendez beaucoup dans cette situation la Russie. Quels sont vos intérêts ? Quels sont vos intérêts ? Parce que si j'accablais la Russie, ce seraient mes convictions. Mais quand on veut dénaturer quelqu'un, quels sont vos intérêts ? Ce à quoi j'ai répondu à cette personne, aucun. L'intérêt, c'est de défendre mes convictions. Mais ça fait partie de ces députés qui sont tellement formatés par l'esprit Macron que dans la start-up nation, comme ils disent, si on défend quelque chose, c'est forcément qu'on a du fric à gagner ou des placements qui ont été faits. Voilà. Mais c'est tellement vicieux de dire pendant les auditions, quels sont vos intérêts ? Vous avez quoi ? Voilà. Parce que sous-entendu, c'est inimaginable pour eux qu'on puisse défendre un point de vue difficile à défendre en ce moment compte tenu de la pression si on n'a pas d'intérêt. C'est une bande de minables. Excusez-moi, pour moi, il est temps que je prenne ma retraite en politique parce que je suis de plus en plus outré par ça. C'est une bande de minables qui ont en réalité des petits calculs et qui nous donnent des leçons sur l'intérêt de la France, alors que ce sont les premiers en ce moment à vendre la France à d'autres pays et notamment à l'Union européenne qui rogne chaque jour nos compétences et aux États-Unis qui nous déshabillent gentiment et en plus on leur dit merci. Via les GAFAM, notamment. Via les GAFAM. Via les GAFAM, via toute une série de procédures. Voilà. Je vous rappelle quand même que quand on nous parle d'ingérence, la première ingérence, comme je l'ai dit d'ailleurs à la tribune du Parlement, la première ingérence, j'ai bien plus peur de l'extraterritorialité du droit américain qui décide que parce qu'on utilise le dollar ou parce que ça passe à un moment par un canal qui a touché les États-Unis, il s'arroge le droit de s'occuper de tout, alors que pardonnez-moi, le soft power chinois, je partage pas le régime chinois, mais il est bien moins dangereux pour notre économie. Oui, parce qu'il est plus caricatural aussi, parfois. Alors et puis il est plus traditionnel, voilà. Traditionnel. Le soft power, finalement, l'influence étrangère au détriment des intérêts français, ça commence aussi quand vous avez tous les intérêts stratégiques en matière d'éducation et de culture de l'ambassade de Grande-Bretagne au Maroc pour aller dire aux Marocains abandonner la langue française comme première langue étrangère pour la remplacer par l'anglais. C'est ça aussi. Bien sûr. Non, mais on est d'une naïveté, j'allais dire touchante. Non, on est d'une naïveté criminelle, parce qu'en réalité, on s'aperçoit pas que la France est en train de se lier les pieds et les poings dans une Union européenne. Je pourrais vous en parler des heures étant député européen, où petit à petit on va se retrouver prisonnier sans rien pouvoir faire. Parce qu'en réalité, c'est dans des mécanismes subtils dont personne ne parle et qui font que, quel que soit bientôt le futur gouvernement, il pourra pas faire grand-chose. Alors, je soutiens Marine Le Pen parce que je vais vous dire, je pense qu'il nous reste 10 ans avant que ce soit trop tard. Et si il n'y a pas un nouveau chef d'État qui veut renverser la table, eh bien, je pense que tout ça finira très mal pour notre pays. Vous avez... Et c'est ma dernière question, Thierry Mariani évoquait la question de la double nationalité qui ne revient jamais dans cette question de l'influence. Comme si c'était un sujet tabou. Là aussi, non. Alors je sais, j'ai toujours hésité de savoir si c'était un sujet tabou ou bien pire, si c'est un sujet qu'on considère qui n'a plus aucune importance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez, quand vous êtes député français, je répète, je l'ai été pendant 25 ans, ou quand vous êtes député européen, vous remplissez pour la France un questionnaire pour la
haute autorité pour la transparence de la vie publique, où on vous demande si vous avez des placements, si vous avez des maisons, si vous avez des intérêts, si vous avez une marque de voiture, quelle c'est, etc. Bref, tout ce qui concerne votre patrimoine. Et c'est normal. Et on vous dit, ah oui, mais on fait ça pour débusquer les conflits d'intérêts. Par contre, il y a une question qu'on vous pose jamais. On vous demande si vous avez une Clio ou une Mercedes, mais on vous demande pas si vous avez un passeport, 2 passeports, 3 passeports sur vous. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve extrêmement choquant. Est-ce que je suis contre la double nationalité? Aujourd'hui, soyons clairs, avec les mariages multinationaux qui se multiplient, etc., la mondialisation, la double nationalité va exister de plus en plus. C'est pas dramatique à partir du moment où chacun respecte les règles du pays dans lequel il réside. Moi, ça me choque pas qu'on puisse être binational, à condition que quand on vit en France, on vit comme un Français, on respecte les lois françaises, etc. Mais au moins, pour les politiques, il faut qu'il y ait une transparence. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je m'appelle Thierry Mariani. Mon père était italien, mon grand-père était italien. C'est moi qui ai négocié les clés de répartition du financement du tunnel Lyon-Turin, qui va coûter des milliards, mais qui va après changer complètement les transports dans cette région. Imaginez que je sois aussi italien. Bah oui. Voilà. Je peux avoir, ça peut jouer dans la négociation. Imaginez, et aujourd'hui, imaginez qu'un ministre franco-marocain, par exemple, aille négocier ou franco-algérien ou franco-libanais les quotas de pêche. J'ai dit l'exemple du franco-marocain pour les quotas de pêche. Voilà. Et c'est pas méchant à l'égard de nos amis marocains. Alors, vous avez les députés qui sont tout à fait honnêtes. Je vais vous citer Meyer Habib. Il le dit, il est clair, il a un passeport israélien. Au moins, ça se sait. Ce que je demande tout simplement dans ces commissions de transparence, c'est que les gens déclarent s'ils ont un double passeport. Voilà, c'est tout. Quand ils sont politiques. Le particulier qui conduit un taxi ou qui tient une pâtisserie, je m'en fous de savoir si il a 2 ou 3 passeports. Par contre, un politique qui a des choix à faire, qui a des votes à faire, c'est intéressant de savoir s'il est ou non, s'il a plusieurs nationalités. Or, aujourd'hui, on ne le demande pas. Il y a deux possibilités, soit parce qu'on considère qu'on s'en fout, et je pense que c'est ça le pire. On considère désormais que la nationalité n'a plus aucune importance, et que finalement, vous savez, comme vous pouvez avoir une carte de crédit de telle banque ou de telle banque, c'est un peu pareil. Voilà. Et quand vous discutez avec un certain nombre de responsables, c'est pas comme je le croyais au départ une sorte d'oubli. C'est une sorte on est dans la mondialisation, donc de toute façon on a tous les mêmes intérêts, c'est la World Company, et donc finalement que vous ayez 2 passeports, 3 passeports, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, moi je trouve que c'est différent. Quand on est par exemple en train de négocier un traité sur les visas avec certains pays, c'est utile de savoir, par exemple, je prends ce pays au hasard, mais bien sûr c'est pas un hasard complet, si ceux qui négocient sont aussi franco-algériens. Oui. Parce qu'ils ont de la famille de l'autre côté. Quand on a dans certains, voilà, et ça me choque pas, mais je dis simplement qu'il doit y avoir de la transparence. Vous voyez, pour revenir à cette fameuse commission d'enquête sur les ingérences, elle est présidée par le député Tanguy, qui est Rassemblement National. Il a une honnêteté de dire je ne veux pas présider la commission quand Mariani fera une intervention parce que je le connais. Il est du même bord politique que moi, voilà. Oui, il est du même bord, et donc c'est clair. Et donc on devrait tout simplement savoir les nationalités des élus. Je répète, il y en a de plus en plus qui ont des doubles nationalités, parce que au moins selon les sujets, ça nous éclaire. Voilà. Vous savez, moi, pourquoi aussi j'ai dit ça très clairement? Parce que je fais partie de ceux qui pourraient avoir un double passeport. Depuis, je suis marié à une citoyenne russe, c'est un secret pour personne, qui est devenue française, et ça fait 17 ans. J'ai droit à un double passeport compte tenu des années de mariage. Je l'ai jamais demandé et je ne le demanderai pas. Parce que j'estime que quand on est député français, on doit avoir, à mon avis, en priorité la nationalité française, et que tant qu'on est député, on n'a pas à avoir d'autres nationalités. On n'appartient qu'à un seul pays. On ne sert qu'un seul pays. Voilà, c'est un mot maintenant qui est totalement désuet, totalement ringard. On ne peut prêter allégeance qu'à un seul pays. Voilà, on pouvait pas être souverain de 2 rois, on peut pas être souverain quand on a des décisions à prendre. Je parle pas, je le répète, du simple citoyen, de 2 États. Et un député, pour moi, s'il a deux nationalités, ça doit se savoir,
parce qu'il doit avoir l'honnêteté dans certains cas, eh bien, de se déporter. Un citoyen qui a 2 passeports, quand il est à la Commission des Affaires étrangères au Parlement français, il défend quel État? Le sien, c'est-à-dire, le sien plutôt. Il défend forcément le sien, mais il défend quoi? La politique du passeport A ou la politique du passeport B? Voilà, ça mérite d'être. Et donc, est-ce qu'on est dans un monde où la nationalité ne veut plus rien dire? Je répète, je pense que c'est le cas pour beaucoup. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez rentrer, séjourner dans un pays et toucher des allocations sans même avoir un titre de séjour en règle. Donc voilà. Ou est-ce que c'est une négligence? Malheureusement, je pense que c'est la première solution. Merci Thierry Mariani, je rappelle que vous êtes député européen, on va mettre le lien aussi et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur internet à chercher la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères et à regarder 2 auditions qui sont vraiment passionnantes, celle de François Fillon et la vôtre. Merci. Vous savez, si vous permettez que je rajoute une dernière chose, la différence entre la Commission européenne, et ça vous dit tout, c'est que la Commission européenne avait décidé avant ce qu'elle devait chercher. Et donc, par exemple, on a découvert un grand scandale sur le Qatar qui a arrosé une vice-présidente de plus de 600 000 euros et d'autres élus, d'ailleurs tous socialistes. Ils n'ont rien cherché sur le Qatar parce qu'ils voulaient trouver que la Russie ou l'Inde. L'intérêt de la Commission des Affaires étrangères au Parlement français, c'est qu'elle passe en revue tous les États, aussi bien sûr la Russie, la Chine, mais aussi les États-Unis, etc. Et on s'apercevra à la fin de cette commission que les ingérences les plus fortes, eh bien, c'est pas de là où on les attend, c'est pas celles qu'on évoque tous les jours sur BFM ou LCI, c'est celles dont personne ne veut parler, mais qui progressivement sont en train de détruire notre pays. Merci Thierry Mariani. À bientôt. Merci Je rappelle, monsieur Mariani, que vous êtes député européen du Rassemblement national.